Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Finn Karma, comment ça va? Bonjour à toi, merci de me recevoir. C'est une première pour moi. J'espère que ça va aller. Ouais bah moi ça me fait très plaisir de t'inviter, ne t'inquiète pas ça va bien se passer, on va passer un bon moment et puis tu es un abonné fidèle de la chaîne, je vois que tu commentes très souvent donc ça m'a fait très plaisir de t'inviter et Finn Karma aujourd'hui on va euh, faire un duel comme j'avais fait avec Axo lors des duels des quatre terres, nous allons faire un duel sur ce qui est souvent, tu me confirmes, hein, Finn Karma, c'est souvent jugé comme les meilleures saisons, c'est Johor versus Raja Ampat. Quelle est la meilleure saison? Et bah, on va essayer, avec nos critères, d'en discuter. Et on va commencer tout de suite avec, pour commencer du coup le duel, le premier point, le casting. Qu'est-ce que t'en penses, Finn Karma, sur le casting? Pour toi, quel est le meilleur casting entre ces deux saisons-là? Alors, ça tombe à pic parce que c'est également une notation que j'ai faite. Et en ce qui concerne, par exemple, Rage en pâte, je, je sens en fait un casting où tu peux identifier facilement la tribu héroïque et celle des antagonistes. Par exemple, pour les Wasai, la tribu jaune, qui est donc selon moi la tribu héroïque. Teyura qui est l'aventurier mythique qui va se démarquer au fur et à mesure du temps. Nous avons un papa célibataire qui est Benoît, Patricia, qu'on aime surnommer la maman du lot, qui a envie de gagner pour ses enfants. Anthony, gros biceps, mais énorme nounours en guimauve. C'est un peu voilà, comme ça que moi je vois les choses. GG qui est un petit peu la mascotte du groupe qui va nous faire rire. Et par exemple, sur cette tribu-là, avec la manière dont on nous présente ces portraits, je sens en eux cette tribu assez héroïque, d'autant plus que le démarrage va nous donner une victoire apparente avec Raja en pâte, en plus d'un first boot qui va annoncer la couleur lorsque les rouges iront au conseil pour la première fois. Et c'est là qu'on va bien dissocier le côté héros de vilain avec la tribu des Mombok, puisque Maxime se dégage comme le stratège assez vicieux qui va semer la zizanie. J'aurai toujours en tête ce first boot sous les Ouais. yeux ébahis d'Olivier, Martin et tout autre rouge qui ne s'y attendait pas. Surtout que cela va continuer avec, avec l'élimination de Catherine où Martin dira ça fait 2 fois putain, c'est quoi ce bordel? Et Je oui, me rappelle. la colère, oui, la colère, la colère de Florence qui va s'emporter. Je pense que ils ont bien pour le coup choisi les équipes, comment ils ont réparti rouge et jaune pour nous donner cette sorte d'affrontement bien équilibré où tu permets de mieux identifier qui représente le gentil de ce que le montage veut te faire savoir. Et en plus de ça, le fait de commencer avec la victoire de la tribu jaune où tu as l'impression que tout se passe bien et qu'à partir de l'épisode 3, ça va être une sorte de retour à la réalité avec les faiblesses et handicaps qui vont rattraper les jaunes, puisque on le sait dès le début que GG n'est pas un très bon nageur et que Oui. lorsqu'il va faire du surplace pour la première fois, eh bien, c'est à ce moment-là que tu découvres que les jaunes ne sont pas si forts que ça. Et les rouges vont commencer à gagner du terrain. Et maintenant, en ce qui concerne joueurs, eh bien, pour le coup, eux, c'est plus si Raja Ampa marque le coup avec les équipes, joueurs, je sens plus une structure narrative du parcours individuel avec la facilité d'identifier un seul héros principal, Marc,
qui est au départ en position de faiblesse lorsque c'est son équipe qui va perdre la toute première épreuve d'immunité avec un besoin de survie. Et le fait de s'en sortir au premier conseil là où il aurait pu y passer, ce sera au final Babette. Si j'observe joueur, c'est plus un casting avec des candidats. Si l'on suit par exemple les conseils enchaînés avec une élimination de Babette, de Marianne, ce sont pas des candidats qui pour le coup auront marqué. Mais Johor a plus l'avantage de la nuance de la compétition. On n'a pas, contrairement à Raja-Ampat, une sensation de héros contre méchants, juste des adversaires qui veulent aller loin, mais de la présence avec des rivalités qui marquent à travers de fortes personnalités, comme la réaction de Jeff après l'épreuve des poutres, où il va péter un câble qui va justifier la fin des anciennes couleurs une fois qu'il y a eu le swap. Pour le casting, j'identifie facilement Raja-Ampat ou conseil après conseil. Tu sens que chaque personnage a son storytelling jusqu'à son élimination. Et en ce qui concerne Johor, je n'ai pas spécialement le parcours narratif de Babette ou de Marianne à part l'affaire du riz et ainsi de suite, tandis que Raja-Ampat, je sens des éliminations plus marquantes où il se débrouille pour avoir un montage qui va te prendre n'importe quel personnage et lui donner une origin story, comme par exemple Caroline qui serait responsable de l'abandon de tous, ou encore Vélicia qui est en train de douter de elle et qui va finir par être éliminée car les jaunes ont subi trop d'abandon. C'est un peu comme ça que je vois les choses pour cette partie casting. Bah franchement, je vais te rejoindre sur le casting. Pour moi, Raja-Ampat est au-dessus. Je donne le point, donc je suis d'accord. Parce que c'est clairement ce que tu as dit dans ton analyse. Ouais, c'est plus Raja-Ampat va plus avoir de personnages du coup différents, intéressants. Alors que du côté de Johor, en fait, on va dire que ça tourne à peu près tout autour des mêmes personnages qui sont donc Marc, Jeff, Chantal. Allez, quelquefois, on va dire aussi Alban. Enfin, ça change, mais en grande généralité, voilà, les Margot, Isabelle, même Charlène, même Nessim, qui est quand même un candidat assez sympa. C'est pas des candidats on va retenir, quoi. Même un Christophe, qui va assez loin, c'est pas celui qu'on va retenir. Alors que dans Raja-Ampat, on a vraiment ce truc, des premières saisons, comme avec Palao, comme avec ces saisons-là, d'identification de personnages, en fait. Et c'est vrai que les deux équipes préparées par la prod, ça aide un petit peu. Comme tu l'as dit, il y a vraiment une distinction entre les jaunes et les rouges. Et donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le point du casting. Si je devais imaginer un All-Star, je pense qu'il est très difficile de faire revenir au moins 5 aventuriers de Johor. Bon, si tu me dis Raja-Ampat, Théoura, Martin, ça se démarque facilement. Et même si Gérard n'est jamais revenu, je serais pas OK à l'imaginer revenir. Et voilà, tout ceci. Et Johor, je pense que à part Marc, une Mélissa, moi j'ai du mal à dire Christophe, Sébastien. Jeff est blacklisté malheureusement. Ouais, je suis d'accord. Voilà, même au niveau des candidats qui potentiellement pourront revenir dans un All-Star, on a dit avec Raja-Ampat, Raja-Ampat, t'as Laurent, t'as Martin, Florence, Théoura, Patricia, enfin t'as vraiment, et même un Maxi, même un GG, ça aurait pu revenir, tu vois, sur une blague. Et franchement, ça aurait pu. Mais alors que Johor, il y a moins ce truc-là quand même. Il y en a, mais moins. Du coup, on donne le point à Raja-Ampat, donc 1-0 pour Raja-Ampat. 1-0. On va continuer avec le prochain critère,
moi j'ai mis le prochain critère, donc le gagnant, la finalité, ce qui est réellement pour moi quelque chose de très important pour une saison, Ah ah. et la victoire finale. Et qu'est-ce qu'on en pense? Je vais commencer cette fois-ci. Je pense Ouais, vas-y. que je pense qu'on va être d'accord, hein, Finn Karma. La victoire de Marc à Johor, c'est quand même, pour moi, ça concède le point. Et c'est vrai que Gérard est un assez bon gagnant. C'est pas un mauvais gagnant. Et je trouve qu'il est assez sous-estimé. Mais bon, je pense qu'on n'aurait même pas pu, parmi les 3 prétendants à la victoire sur les poteaux de Rajampat, avoir un meilleur gagnant que Marc, car Marc c'est tellement somptueux dans son parcours du fait que ça glisse quoi. Le mec qui était en danger au début, et finalement il se rattrape. C'est vraiment le fan hardcore de Koh-Lanta qui a fait le jeu quoi, qui a fait ce qu'on voulait voir. Et c'est réellement pour moi l'un des tout meilleurs quand il y a de l'histoire de Koh-Lanta, le deuxième meilleur pour moi. Donc qui gagne. Donc forcément voilà, Gérard à côté ça fait Marc, doucement rire. il a vraiment élevé la barre en termes de victoire. Déjà, il a littéralement tout fait. Il a accompli le record du feu. Il a remporté dans sa saison le plus d'épreuves. La survie, il est très irréprochable. Il fait le coup stratégique qui a permis de retourner la situation. Il a quasiment tout fait et mérite franchement sa statistique de potentiel plus grand vainqueur Koh-Lanta all-time. En plus, si tu pars du principe, par exemple, tu imagines Koh-Lanta comme une sorte de série et que le vainqueur c'est le protagoniste, le personnage principal. Marc, il a quand même un démarrage où tu sens qu'il est un petit peu en position de faiblesse, mais qui va s'adapter et au fur et à mesure prendre de l'ampleur. Gérard, quand bien même qu'il soit sous-estimé et que il démérite pas pour ses qualités de survie ou de social, tu ne sens pas que c'est ce genre de guerrier qui a dû combattre des péripéties avec une épée de Damoclès qui peut faire en sorte que sa victoire elle est plus belle. Il est plus effacé par le finaliste qui lui n'a pas de chance d'être arrivé avec le moins d'alliés possible, tandis que Marc il s'est retrouvé dans toutes les positions possibles. Au départ jaune majoritaire, et suite à la chute de Cédric en difficulté, il retourne la situation. Et Marc, lui, ça aurait été jusqu'au bout qu'il a combattu ses ennemis, parce que même en retournant la situation, si Mélissa avait battu Chantal sur les poteaux, elle aurait pu gagner Koh-Lanta. Donc c'est vraiment pas passé loin pour Marc. Tu te dis qu'avec lui tout était possible. Et Gérard, je pense qu'il a assez quand même aussi bénéficié d'une certaine sécurité, ce qui fait que Marc est vraiment au-delà de Gérard. Et tu mets le doigt sur quelque chose quand tu dis que quand tu prends au début de la saison, quand tu revois la saison, tu mets, on va dire, le curseur sur le gagnant en tant que personnage principal. C'est-à-dire que tu vas vraiment faire attention aux faits et gestes du gagnant en re-regardant la saison. Et là, vraiment, tu remarques la différence entre un Marc et un Gérard. Et même pas qu'un Gérard, hein, un Hugo ou même une Wendy. Enfin, tous ces profils de gagnants qui sont pas forcément les personnages principaux. C'est vrai que par exemple dans un Thaïlande, Pascal qui aurait gagné, ça aurait été tout aussi sublime que Marc par exemple. Donc voilà, franchement on est d'accord, et donc ça égalise 1-1 pour pour Johor, hein, Rajampat Johor qui sont à égalité. Pour l'instant, le débat n'est pas fini. On va enchaîner ensuite avec le prochain critère. Moi j'ai mis le schéma de saison. Et ce que j'imagine comme schéma de saison, c'est le déroulé. Le déroulé de la saison, de comment ça va se passer, de comment ça va se produire dans la saison. Pour t'expliquer, je vais commencer. Moi, je dirais quand même, pour le déroulé, bien que Rajampat soit assez intéressant pour un déroulé entre guillemets plus pagonjin, je vais quand même concéder le point pour Johor, du fait que, à l'instar aussi de Marc du fait de sa place en tant que gagnant, le déroulé est super intéressant du fait que au début t'as rouge, jaune, puis ensuite t'as le swap,
t'as vraiment tout ce qui se passe autour, avec notamment les ambassadeurs, avec Cédric qui utilise notamment du coup sa position du coup de leader d'équipe de sa première équipe pour berner la deuxième équipe des Rouges. Donc ça déjà, ça va faire quand même un gros micmac au tout début, ce qui va nous intéresser. Et au niveau du déroulé, surtout après la réunification, ça va aller dans tous les sens. Les stratégies qui se font, qui se défont. Comme tu l'as dit, Marc qui était en supériorité, puis ensuite qui descend, puis qui remonte, puis qui, une nouvelle fois avec Jessica qui propose à Sébastien la stratégie pour reprendre le dessus, à 2 doigts de retomber, puis finalement Sébastien qui en paye les frais. Pareil, comme tu l'as dit, sur les poteaux avec Mélissa, qui honnêtement avait plus le physique de gagner les poteaux, pouvait gagner et donc faire couler l'équipe, on va dire l'alliance de Marc. Finalement non, c'est Chantal qui gagne et donc fait gagner Marc dans un parcours complètement dantesque. Et Rajampat, c'est super intéressant, mais c'est vrai que ça reste quand même dans une lignée de rouge contre jaune, où chez les jaunes et chez les rouges, il y a quelques candidats qui font un peu de la merde, dont Martin et aussi Patricia qui va jouer son collier en éliminant Olivier. Puis ensuite Martin va entre guillemets trahir, va éliminer Florence, mais va revenir dans le jeu et va rester dans une logique de Pagodjin, bien que c'est intéressant, avec certains coups qui seront assez mémorables, et notamment son élimination aux portes de la finale. Mais pour moi, ça rejoint pas le schéma de saison de joueurs qui est vraiment très très spectaculaire et intéressant et intense, surtout intense en stratégie. Je sais pas si tu me suis, Finn Karma, c'est vrai que j'ai un peu fait le monologue là. Ok, alors quand tu as parlé du schéma de saison, tu m'as fait penser à la fois à Twist ou soit la stratégie au niveau des rebondissements. Je pense que tu parlais plus de la lecture du jeu, n'est-ce pas, non? Oui, c'est ça, oui. Ouais. On peut appeler ça comme ça. Oui. Ok, alors du coup, moi, de mon côté, pour ces 2 saisons, je vais d'abord, avant de trancher, je vais dire comment je vois sur l'une et sur l'autre. Donc, Rajampat, pour moi, comme j'ai dit, le démarrage de la réunification, c'est... parce que, vu que j'ai déjà parlé pré-réunif, épisode 1, 2 et 3, je vais directement aller sur la réunification. Et même partir avec le twist du milieu de réunification, les ambassadeurs. Et pour le coup, en termes de réunion d'ambassadeurs, Rajampat, après le récapitulatif de la tribu des jaunes, qui est assez affaiblie et qui a vraiment ce besoin de survivre, ils sont quand même assez sauvés par Maxime de son côté qui fait de la merde. Vu que toi tu as parlé de Martin qui fait de la merde, moi je vais d'abord avant cela parler de Maxime qui s'est assez enterré lui-même, qui pour le coup a été exposé, et c'est plus le pré-duel qui est plus marquant plutôt que le duel en lui-même entre Théoura et Olivier, tandis que Joa, tu as plus, déjà pour commencer, une réunification qui débute à armes égales. Aucune tribu semble prendre le dessus, ce qui donne vraiment plus de suspense. Et la réunion des ambassadeurs, c'est celle qui va trancher en apparence. Elle sera la conséquence de tout ce qu'on a eu juste avant le choix des éliminés dans les tribus. Oli contre 2 amis, Cédric et Jeff, qui ont été ensemble. Et ils ont été séparés à cause du swap. Et c'est vraiment en fait le Cédric Jeff, avant même le coup de bluff magistral, qui est pour moi le meilleur duel des ambassadeurs. Tu as quand même cette symbolique de te dire que ceux qui vont s'affronter, ce sont les 2 premières personnes arrivées sur la plage qui ont scellé une sorte d'amitié, et de voir que le duel va vraiment contribuer à un conseil explosif pour le twist avec les ambassadeurs. Jawar a vraiment marqué le coup. Et maintenant, sur le point de vue stratégie, rebondissement, à partir de la réunification officielle, chez Rajampat, le démarrage de la réunification, elle est plutôt marqué par le tout premier collier d'immunité utilisé qui crée un blindside de surprise mémorable et a semé le chaos. Et la contre-attaque des héros qui nous offrent des rebondissements riches en émotions.
conseil après conseil, où le suspense de voir les jaunes s'en sortir s'installe, donnant une victoire encore temporaire pour les jaunes avant de bouleverser l'utopie. Donc bon, là, pour Ajampad, je retiens qu'ils sont assez fidèles sur leur narration. Mais pour le coup, les rebondissements maintiennent une rivalité de tribus qui est trop exposée au départ entre des héros qui pensent que la victoire est à portée de main avant le réveil de l'antagoniste qui est Martin, qui veut cibler le héros, qui résiste là où Joueur nous a montré un côté plus manichéen et plus un besoin de survivre pour celui qui est en danger, où l'on change de point de vue selon les besoins de la narration, ce qui fait que on peut passer d'un point de vue à Marc qui essaye de s'en sortir jusqu'à Jessica et Melissa qui veulent s'en sortir. Et je pense que cette variété de points de vue, ça permet un petit peu de se sortir d'un storytelling, d'une narration qu'on veut peut-être forcer. Johar arrive à être quand même narratif sans être narratif. Et aussi le fait que il crée quand même pas mal de moments entre le retour de Dief qui a une revanche à prendre, la contre-attaque via collier d'immunité, un peu comme Raja-Ampat qui renverse la stratégie des jaunes, suivi des destins liés qui vont en l'espace d'un instant permettre aux rouges de reprendre le dessus, installant une nouvelle intrigue pour Marc et piéger entre les mailles du filet. Et c'est à ce moment-là que je trouve que Marc il va créer une tribu blanche vraiment authentique, qui est quand même un exploit rare, c'est à soulever, qui va permettre aux spectateurs de se détacher d'une guerre de couleurs comme tu l'as dit, une envie d'aller loin. Et je pense que pour le coup, c'est un peu pour ça que j'ai plus de chance. Je me vois plus donner l'avantage à Johor parce que Raja-Ampat, malgré que j'ai donné les qualités tout à l'heure, malgré un plaisir de voir une situation basculer pour éviter un Pagonjin, les éliminations ont un petit aspect prévisible, et malgré qu'il y ait un grand héros comme Teyura qui se dégage dans cette aventure, la révélation de Teyura par exemple, qui est le grand héros, elle est un petit peu tardive en raison de sa discrétion au montage en début d'aventure. C'était pas comme un Marc qui annonce assez la couleur pré-réunif. C'est un peu pour ça que je dis que Johor il réussit sur des individualités, c'est un peu plus à leur force. Là où Raja-Ampat c'est plus grâce à une tribu complète. Et ils ont pas Raja-Ampat, eux, ils ont une dépendance d'armes stratégiques pour s'en sortir, et ils profitent des erreurs des rouges qui avaient l'occasion par exemple d'éliminer Teyura. Ils font l'erreur de se montrer trop honnêtes parce que la victoire de Ella paraît controversée. Et moi, je me dis à chaque fois que Teyura, tu l'aurais mis dans Palau, dans Nicoya, dans la saison des gros stratèges, Teyura, il était quand même mort. Le point faible de Raja-Ampat, c'est son besoin d'armes stratégiques pour influencer les votes, que ce soit le collier de Patricia, le bénéfice de l'abandon médical de Virginie pour faire revenir Martin, qui sans ça, Raja-Ampat n'aurait peut-être pas été ce qu'il a été. Et alors que du côté de Johor, ça mise quand même sur la vieille école et le fait de savoir s'en sortir sans la dépendance des armes. Ils ont utilisé qu'un seul collier d'immunité. On n'a jamais utilisé le deuxième. Bruno l'a trouvé, mais ça lui a servi à rien. La lecture du jeu s'est faite avec vraiment de la réflexion, une observation. On ne dépend pas de vote noir, de collier d'immunité ou quoi que ce soit comme arme, où on se dit que s'il n'y avait jamais eu ça, comme dans les anciennes saisons, il serait mort. Ils ont vraiment réussi à créer des choses sans artifice. Joueur, je pense, son seul défaut, c'est un petit peu d'attendre la réunification pour que les choses bougent.
il est difficile d'identifier. Bon, et aussi peut-être le fait qu'il est difficile d'identifier un héros dans le sens pur parce que Marc, il manque d'humanité. Je vais plus conclure que Raja Ampat réussit par son innovation. Joueur arrive à être le plus naturel possible, malgré l'usage d'un collier d'immunité, pour montrer qu'on peut rebondir sans être trop dénaturé. Il a beau avoir un démarrage en diesel, le Koh-Lanta joueur. Une fois qu'il est lancé, je pense qu'il ne perd plus du tout le rythme, tandis que Raja Ampat, bien que ça a très fortement démarré, les abandons volontaires plus médicaux, ça a rendu un petit peu la pré-réunif un petit peu mou et on suscitait un petit peu la réunification pour que ça redémarre. Joueurs, ils ont jamais perdu le rythme pour le coup. Donc, ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, tu donnes le point aussi à joueur, c'est ça? Ouais, joueur. Bah, c'est vraiment une coïncidence que tout ce qu'on a noté se rejoigne assez. Même si on ne l'exprime pas de la même façon, c'est encore le même résultat pour l'instant. Ouais, donc 2-1 pour joueur. Le joueur qui mène la main. Donc, voilà, on est plutôt en accord. Donc, ça, c'est cool. Et ah oui, d'ailleurs, toi tu es pas trop fan de Marc, je crois que j'avais vu ça dans un commentaire que tu m'avais mis dans une vidéo, non? Oui, je suis pas hyper fan de Marc pour le côté personnalité, mais je suis admiratif pour ses exploits. C'est un peu comme Pascal quoi. Pascal, je suis pas fan du gars, mais j'adore son génie stratégique quoi. Pareil, bah, franchement c'est pareil. Et même Pascal, moi, à l'époque, enfin avant, je n'aimais vraiment pas le gars, quoi. Il m'insupportait un peu, mais même maintenant, maintenant dans le jeu, je kiffe quand je regarde la saison. Ouais, je kiffe Pascal quand même. Donc ouais, c'est un peu changé. Donc ouais, c'est plutôt surprenant, mais c'est cool. Ouais. J'avais vu que je viens de m'en souvenir parce que j'avais vu que tu avais vu ça dans un commentaire. Ouais. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain point, le twist. Et là, le twist, je pense qu'on sera encore d'accord. Vu que Raja Ampat qui apporte quand même les colliers d'immunité, un twist qui va radicalement changer Koh-Lanta en bien. C'est exactement ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Ouais. Raja Ampat dépend trop de cela, alors que tu te dis que si tu dépouilles Raja Ampat de tous ces avantages-là, c'est un petit peu fade derrière, alors que le joueur a assez survécu sans cela, quoi. Exact. Et franchement, en termes, si on parle juste de twist, mais ce que ça a apporté, ça, on le sait tous, c'est le joueur qui quand même a été qui a été mieux loti. Mais on va dire qu'en termes de nouveautés, franchement, Raja Ampat est vraiment au-dessus, vu que le joueur apporte un micro twist qui, certes, est quand même intéressant, vu qu'il apporte également le swap, ce que n'a pas Raja Ampat. Mais bon, le collier, c'est vraiment quelque chose qui va aussi, changer Koh-Lanta. C'est la première saison qui apporte les colliers, donc forcément, après, Koh-Lanta est différent, et surtout en termes de stratégie, et ça a apporté beaucoup. Donc voilà, je donne le point à Raja Ampat là. Si on veut partir du principe que il faut savoir rendre un petit peu frais les saisons de Koh-Lanta, avoir un petit peu de renouveau là où on sent assez ce côté moderne. Raja Ampat, c'est assez, ça a quand même ses avantages, d'autant plus que on peut se permettre de comparer un petit peu l'aspect moderne, étant donné que joueur a aussi bénéficié de vote noir, et Raja Ampat a marqué le coup dès le début, surtout avec l'épisode 2, qui va nous montrer à quel point le butin noir de Lisa qui condamne Catherine suite à la stratégie de Maxime a tellement bien marché, surtout que le first boot de Lisa est un plus grand first boot que celui de Babette. Oui. Je ne peux que mettre Raja Ampat devant. J'ai avantagé
joueur pour le côté naturel, mais si on accepte la nouveauté comme un élément à part, Raja Ampat a su mieux l'exploiter, et le fait que ce soit à peine la première saison qui bénéficie de ces nouveautés, comme le premier usage du collier qui est l'un des plus beaux colliers d'immunité jamais joués, comparé à celui de joueur où il paraît un petit peu téléphoné, et le fait que quand on apprend que les aventuriers savaient que Mélissa avait un collier, ça rend moins glorieux. Raja Ampat, pour le coup, est devant sur ce plan-là. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc 2-2 pour Raja Ampat qui remonte. Là, c'est vraiment très serré en soi. Donc ce duel est plutôt bien inscrit par sa complexité. Donc c'est cool. Oui, j'ai mis alors je l'ai appelé le climax, mais pour la définition de Koh-Lanta, plutôt le final boot. Je vais passer au dernier épisode avant la grande finale, pour être un petit peu à la conclusion des péripéties, avant de passer aux derniers aventuriers. Et là, pour le coup, les deux saisons ont pour point en commun de se concentrer sur un personnage en particulier. Pour ce qui est de Raja Ampat, nous avons Teyura, qui est en fâcheuse posture d'être la cible de tous les rouges depuis le retour de Martin, qui a cassé l'apparente victoire des jaunes, qui croyaient que tout allait bien, jusqu'à ce qu'il a ressoudé les rouges et crée un petit peu cette pression, notamment autour de Teyura, qui est la cible à battre, qui a cette épée de Damoclès. Et donc cela fait de Teyura à ce moment-là le protagoniste, quand même l'archétype du héros mythique qui doit vaincre ses adversaires pour être sûr de ne pas se faire éliminer. Et lorsqu'il fait un faux pas et qu'il prend le risque de jouer son collier d'immunité alors qu'il n'était pas visé, à ce moment-là, tu as ce cliffhanger pour le téléspectateur de se dire que Teyura, c'est vraiment une bataille décisive. On n'a pas envie de voir le héros tomber face à l'antagoniste. Ça inspire un petit peu Luke Skywalker contre Dark Vador. Et quand le héros est vraiment écrasé, tu as vraiment encore plus envie de le soutenir. Et l'épreuve d'immunité c'est vraiment en fait une finale à double tranchant, où tu te dis que le perdant de cette finale est celui qui va voir son rêve brisé. Si Teyura n'atteint pas la dernière plateforme, il est condamné, et d'un autre côté, si ce n'est pas Martin qui gagne, c'est aussi lui qui va chuter. Et quand tu vois à ce moment-là que les deux ne perdent pas de temps sur la finale, et la victoire de Teyura, en sachant qu'il a pris le risque, qu'il a pas choisi le choix de sécurité, il ne garde pas son collier, il sort le collier pour avoir des chances de le regretter par la suite, mais qu'au final il emporte cette épreuve sous les yeux de son grand rival. Ça rend au final la victoire plus belle. Et tandis qu'à côté, à Johor, nous avons plus l'intrigue portée autour de Mélissa, qui tente d'échapper à la stratégie de Marc, qui est un petit peu l'espoir d'espérer
gagner l'immunité pour s'en sortir. Au final, elle s'en sort. Mais pour le coup, le parcours Melissa, il est moins marquant que Théora parce que elle ne dégage pas cet archétype de héros mythique. C'est plus c'est plus pour le coup un outsider. Ça crée un retournement de situation, mais qui est prévisible car on savait que n'empêche que si Melissa perdait, l'éliminer pour la suite était Sébastien. Entre Théora et Melissa, bon, pour celui qui va porter l'épisode du Final Boot, il y a quand même pas photo que c'est Théora, surtout que ça a créé sa légende et que derrière ça a créé un duel à double tranchant puisque l'éliminer aux portes de la finale à Rage en Pâte est plus marquant que pour celui de Johor. Bah franchement, je suis plutôt d'accord avec toi. Du coup, dans ce critère qu'on appellerait donc le climax, comme tu m'as dit, ouais, le climax. C'est vrai que franchement, les deux saisons ont un très beau climax. Moi, franchement, je suis plus touché par celui de Rage en Pâte, vu que la nostalgie, tout ce qui en découle avec la chute de Martin, l'épreuve parfaite pour ce dernier épisode. Mais bon, l'épisode, je vais même rajouter que l'épisode de Rage en Pâte, il est le Final Boot, il est vraiment la définition de climax, car bon, vu que je suis en études de cinéma, on nous a appris que le climax, c'est vraiment le point culminant où le spectateur va le plus se retenir son souffle. Et quand tu vois que Théora, il est à une étape et que si il se manque, c'est vraiment fini pour lui. Là, pour le coup, le spectateur, il a vraiment envie de retenir son souffle, plus que Melissa qui tente de gagner l'immunité. Ouais, vu que c'est pas la même intensité dans l'épreuve, et puis c'est vrai que dans Rage en Pâte, c'est plus surprenant. Enfin, non, c'est plus touchant. Après, je trouve que dans Johor, quand même, c'est un côté plus stratégique en fait, du fait que ça découle des mauvais choix de Sébastien. Donc, il y a un peu ce côté leçon de morale qui en ressort, qui est assez cool, hein, c'est vrai. C'est très plaisant vu que il a fait des mauvais choix auparavant, il récolte ce qu'il a semé avant. Donc forcément, il se prend une giga tarte aux portes de la finale. C'est un peu mérité, on va dire. Mais pour Martin, il y a plus ce côté dramaturgie en fait. Et donc franchement, moi je suis toujours plus touché pour celui de Rage en Pâte. Donc 2-2, nouvelle égalité pour Rage en Pâte qui remet au score Johor. Et c'est parfait. Le déroulement de la vidéo se passe parfaitement vu que nous arrivons au dernier point et le plus important. Film de Karma et moi, vu que on va parler subjectivement, quelle est notre saison favorite personnellement. Allez, vu que t'es l'invité, je te laisse commencer, Film Karma. Quelle est la saison entre les deux que tu préfères? Alors moi, parce que j'ai toujours été une personnalité où je vois tout comme un film, une narration, et que j'aime bien pouvoir identifier les choses. Moi, j'ai préféré Rage en Pâte, car comme j'ai dit, c'est un peu la saison où j'arrive mieux à voir quelle équipe j'ai envie de soutenir en tant que héros, et cerner l'équipe jaune comme les personnages principaux avec notre petite mascotte CGG, la maman du lot, Patricia, qui essaye de se sortir de la misère, Benoît qui est le papa célibataire et qui n'est pas mauvais sur les épreuves, Théora qui est le Polynésien qui se sent chez lui, c'est un retour aux sources pour lui.
Ça m'a assez permis, d'accrocher aux épisodes, malgré que la partie abandon médical, ça a été un petit peu le ventre mou. Et le, le fait de pouvoir tout lire comme une sorte d'histoire, le fait de me dire que les héros ils sont fichus en pré-réunif depuis le 3e épisode. En plus qu'ils vont perdre petit à petit de l'effectif à cause des abandons médicaux, combien même ventre mou, mais un prétexte pour m'accrocher à l'équipe que je soutiens, parce que c'est un petit peu quand tu crois que tout est perdu et qu'ils vont renverser la situation malgré les erreurs stratégiques des adversaires comme Maxime et Martin. Je me dis que ça a quand même apporté tout ce qu'on a pu voir de bénéfique derrière, comme une grande rivalité, le climax, et aussi le fait que je la vois facilement comme une série Netflix. Je me dis que c'est assez surnaturel, ça peut pas être possible. Théora qui sacrifie son collier et qui est exactement la personne qui remporte la prochaine immunité. Ça devait être lui qui la gagne, sinon il était le premier éliminé. Et il s'en sort. C'est comme si ça avait été, c'est comme si tout avait été écrit. Et pourtant, ce n'est que la réalité. Franchement, je me dis que pour ça, j'ai quand même cette préférence pour Raja Ampat, avec le côté climax, la rivalité. Le côté protagonisme facilement cernable, le first boot qui annonce quand même la couleur qui permet vraiment de bien démarrer. Pour ma préférence, Raja Ampat. Ok. Bah du coup pour le dernier point on sera pas d'accord. Ce qui est incroyable parce que au moins un. Ah ouais. On a été en accord pendant toute la vidéo. Et du coup, on sera en désaccord pour le dernier. Moi, je préfère. C'est parfait, parce que c'est ce que j'espérais d'ailleurs. C'est ce que j'espérais. Ouais, parce que on a été en accord. Il y a plus trop de débats. Mais bon, moi, dans le dernier, il fallait ça. Ouais, il fallait. Hein. Il fallait un point où sont en désaccord. Et moi, je préfère personnellement Quanta de joueurs. Car c'est vraiment. Alors, nostalgie, moi, j'aurais pu se dire à l'époque Raja Ampat pour ce côté-là, de la nostalgie. Mais maintenant, honnêtement, je préfère Johor vraiment de loin. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment ce que je veux voir dans Koh-Lanta. C'est vraiment des personnages qui m'intéressent réellement à toutes les époques. C'est-à-dire qu'en 2015 jusqu'à aujourd'hui, Johor, c'est vraiment une saison avec des personnages qui m'intéressent profondément, et Marc est vraiment la révélation que j'ai eue, car moi, quand j'ai découvert en 2015 cette saison, je n'appréciais pas Marc. Et puis, je l'appréciais pas. C'était pas le candidat sur lequel j'étais attaché. J'ai plus dans l'autre groupe avec Mélissa et tout. Donc, ça a vraiment évolué, et je vois en cette saison l'aboutissement d'un gagnant parfait, d'un candidat qui a sublimé par son Koh-Lanta, et tout ce qui tourne autour est super intéressant. Bien que Raja Ampat a ses protagonistes et réellement est une saison du haut du panier de Koh-Lanta, mais c'est pour ça qu'elle est face à Johor aujourd'hui, hein, et c'est pour ça qu'on a fait ce duel. Mais je préfère infiniment Johor aujourd'hui, pour le coup. Et voilà. Et ça se termine donc résultat des points, égalité, vu que alors pour Fenkarma, c'est victoire pour Raja Ampat, et pour moi, c'est victoire pour Johor. Donc c'est assez marrant. Et pour le coup, Fenkarma,
merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Merci également de ta présence souvent en commentaire, que tu suis beaucoup de mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Ouais. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Donc, Je pense que j'ai tant été celui qui commentait. Là, à force d'être spectateur, bon, je passe acteur. Je pense que ouais. il y a des je pense qu'il y a des abonnés. Ils vont être un petit peu en mode lui, on va un petit peu l'attendre au tournant. Voyons voir comment il se débrouille en acte contre parole. Mais bon, je le dis ça bien sûr d'un côté joueur, soyons joueurs. Et je pense que c'est bien aussi parfois de un petit peu se mouiller, sortir de son confort. Ça a été ma première fois pour moi. Voyons voir ce que ça donne quand je vais me réécouter une fois que la vidéo sera sortie. Et que ça soit une première fois, c'est très très bien. Et franchement, je suis très content que ça soit avec dans ma vidéo, parce que c'est cool. Ça permet peut-être de découvrir une passion, peut-être. Mais c'est très sympa. Moi, je me suis un peu reconnu en toi dans ces débuts. Moi aussi, au début, j'étais pas forcément très à l'aise. Mais c'est pas grave. Franchement, moi, ça me fait plaisir que tu aies fait cette vidéo avec moi, malgré que tu n'en avais jamais fait avant. Donc, ça me fait vraiment plaisir. D'autant plus que comme moi, je n'ai pas noté mes critères de la même façon que toi, j'ai dû un moment me réadapter, improviser, me détacher de mes notes, car ce que tu as énoncé comme titre, ce n'est pas trop ce que j'ai prévu. Bon, pour le casting, ça tombait à pic parce que j'avais noté quelque chose à propos de cela. Mais pour le reste, par exemple, pour ce qui est plus twist, là pour le coup, j'ai vraiment dû chercher. Mais c'est ce qui est bien aussi parce que ça donne un peu plus de défis et c'est moins, pour le coup, robotique. Ça me permet un peu de plus me concentrer. Et franchement, j'ai aimé ça. Ouais, mais ça c'est pas de ta faute, t'inquiète pas. C'est juste que je suis désorganisé et que j'ai rien prévu, c'est tout. Moi, c'est vrai que c'est toi improviste. J'adore les défis. Voilà. En tout cas, Funkarma, merci pour cette vidéo. C'était très agréable. Merci et du coup, on se retrouve peut-être à une prochaine fois. Si tu veux refaire une vidéo avec moi, c'est avec plaisir pour nous. Franchement. Et du coup, oui. À une prochaine fois. En plus, surtout que c'est vraiment le sujet que j'aime, la dualité, le bras de fer rageant patte joueur, parce que pour ne pas te cacher, dans mon top des meilleures saisons, ça se jouait chez moi entre rageant patte et joueur. Ok. Et pour le coup, c'était la meilleure vidéo sur laquelle on pouvait faire une collaboration. Donc c'est cool que ça s'est fait comme ça. Donc voilà. Je pense que c'est sympa. Et du coup, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Salut!